Avec l'invention des ordinateurs, nous avions des calculatrices améliorées, des machines qui exécutent précisément les instructions données par les programmeurs. Mais quelque chose d'incroyable se passe aujourd'hui. Les ordinateurs peuvent apprendre, réfléchir et communiquer comme nous. Ils peuvent faire des tâches intellectuelles créatives réservées aux humains jusqu'à présent. On appelle cette technologie l'IA générative. Vous avez sûrement déjà testé ChatGPT. En gros, l'intelligence est désormais disponible en tant que service, comme un énorme cerveau accessible à tout le monde. Ce n'est pas parfait, mais étonnamment performant et ça s'améliore de façon exponentielle. C'est un grand changement. Ça va affecter presque toutes les personnes et les entreprises sur Terre, positivement ou négativement. Cette vidéo est là pour vous aider à comprendre l'IA générative au-delà du battage médiatique. Plus vous comprenez cette technologie en tant qu'individu, équipe ou entreprise, mieux vous serez équipé pour survivre et prospérer à l'ère de l'IA. Voici donc une métaphore assez utile pour vous aider. Imaginez Einstein dans votre cave. En fait, tout le monde peut en avoir un. Et par Einstein, je veux dire vraiment la combinaison de toutes les personnes intelligentes ayant jamais vécu. Parlez à Einstein quand vous voulez. Il accède instantanément à toutes nos connaissances. Et vous répondra en quelques secondes sans jamais se fatiguer. Il peut aussi jouer n'importe quel rôle. Un comédien, un poète, un médecin, un coach, il sera expert de chaque domaine. Par contre, il hérite de nos limites humaines, peut faire des erreurs, tirer des conclusions hâtives, mal vous comprendre, mais la plus grande limite, en réalité, c'est votre imagination et votre capacité à communiquer efficacement avec lui. Cette compétence s'appelle le prompt engineering. Et à l'ère de l'IA, c'est aussi essentiel que lire et écrire. La plupart des gens sous-estiment ce que Einstein dans votre cave peut faire. Imaginez demander au vrai Einstein de relire un rapport de lycée, ou engager un grand chef étoilé pour qu'il émince des oignons. En interagissant avec Einstein, vous verrez qu'il vous aidera, vous et votre entreprise, de façon surprenante et puissante. Ok, assez de métaphores fantaisistes. Clarifions quelques termes. L'IA signifie intelligence artificielle. Rien de nouveau. En effet, l'apprentissage machine et la reconnaissance d'images existent depuis des décennies. Pour chaque recommandation YouTube, résultat de recherche ou validation de carte bancaire, c'est une IA classique en action. Au lieu de seulement chercher ou classer un contenu existant, l'IA générative crée du contenu nouveau. C'est le G dans GPT. Les grands modèles de langage, ou LLM, sont des IA génératives qui peuvent communiquer en langage humain. ChatGPT, un produit de la société OpenAI, est un LLM, soit un chatbot avancé basé sur une nouvelle architecture appelée Transformer. C'est le T dans GPT. Il est si fluide en langage que tout le monde peut l'utiliser. Pas besoin d'être un expert en IA ou un développeur. C'est ce qui a lancé la révolution actuelle. Voyons comment ça marche. Un LLM est un réseau de neurones artificiels, soit un ensemble de chiffres ou de paramètres interconnectés. Finalement, comme notre cerveau est un ensemble de cellules cérébrales interconnectées. Les réseaux de neurones ne traitent que des chiffres. Vous envoyez des chiffres et en fonction des paramètres, d'autres chiffres en ressortent. Tous les contenus comme du texte ou des images peuvent être transformés en chiffres. Donc disons que j'écris les chiens sont, j'envoie à un LLM, c'est converti en chiffres, le réseau de neurones agit, et les chiffres résultants sont reconvertis en texte. Dans ce cas, le mot animaux. Les chiens sont des animaux. C'est finalement une machine à deviner le mot suivant. Ensuite, si nous prenons cette sortie, combinée à l'entrée, pour le renvoyer au modèle, de nouveaux mots apparaîtront. Tout ça se passe en coulisses lorsque vous utilisez ChatGPT. Dans ce cas, par exemple, il a généré une histoire entière et je peux continuer indéfiniment en ajoutant plus de prompts. Un LLM peut avoir des milliards, voire des trillions de paramètres. C'est pourquoi ils sont appelés larges. Comment tous ces chiffres sont-ils définis? Ce serait impossible de le programmer à la main. C'est grâce à l'entraînement, comme un bébé qui apprend à parler. On n'apprend pas à parler à un bébé. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il va plutôt écouter les gens parler autour de lui. Et quand il en a entendu assez, il se construit un modèle. Il parle quelques mots, au début, au grand plaisir de ses parents. Et plus tard, des phrases complètes. De la même façon, pendant une période d'entraînement, le modèle de langage est alimenté avec une très grande quantité de texte venant principalement d'Internet. Il joue ensuite, avec tout ce texte, à deviner le mot suivant. Et les paramètres sont automatiquement ajustés
jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment bons à ce jeu. C'est ce qu'on appelle la rétropropagation. Un mot compliqué pour dire « Tiens, je me suis trompé, je vais faire différemment ». Cependant, pour devenir véritablement utile, un modèle doit également subir un entraînement humain. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement avec feedback. Des humains passent des milliers d'heures à évaluer les résultats du modèle pour donner leur feedback. C'est comme ces systèmes de renforcement des comportements pour entraîner un chien. C'est pourquoi ChatGPT ne vous dira pas comment braquer une banque. Il sait très bien comment faire. Mais grâce à l'entraînement, il sait qu'on ne doit pas commettre de crime. Lorsque l'entraînement est terminé, le modèle est alors figé, sauf quelques ajustements pouvant survenir plus tard. C'est ce que signifie le P dans GPT, pré-entraîné. Dans le futur, nous aurons sûrement des modèles capables d'apprendre en continu. Maintenant que ChatGPT a déclenché le mouvement, ce n'est plus le seul modèle existant. En fait, les nouveaux modèles poussent comme des champignons. Leur vitesse, capacité ou coût sont très variables. Certains peuvent être téléchargés, d'autres sont uniquement en ligne. Certains sont gratuits ou open source. D'autres sont des produits commerciaux. Certains sont super faciles à utiliser. Alors que pour d'autres, leur configuration technique est complexe. Certains modèles se spécialisent sur des cas d'utilisation donnés. D'autres sont plus généraux et certains sont intégrés dans des produits sous forme de copilote ou de chatbot. C'est un vrai Far West. Gardez à l'esprit que vous en aurez pour votre argent. Donc avec un modèle gratuit, vous pourriez avoir un brillant lycéen dans votre cave plutôt que Einstein. Par exemple, entre GPT 3.5 et GPT 4, la différence est immense. Il existe différents types de modèles d'IA générative qui génèrent différents types de contenus. Les modèles text-to-text comme GPT 4 prennent du texte en entrée et génèrent du texte en sortie. Le texte peut être en langage naturel, mais aussi des informations structurées, comme du code informatique, par exemple JSON ou HTML. Je l'utilise beaucoup moi-même pour générer du code. Cela fait gagner un temps incroyable. De plus, j'apprends beaucoup grâce au code généré. Les modèles texte ou image peuvent générer des images. Décrivez quelque chose et une image sera générée. Vous pouvez même choisir votre style. Les modèles image to image peuvent transformer ou juste combiner des images. Ensuite, il y a les modèles image to text qui décrivent le contenu d'une image donnée. Et les modèles voix vers texte créent des transcriptions vocales utiles pour des choses comme les notes de réunion. Les modèles texte to audio génèrent de la musique ou des sons à partir d'un prompt. Par exemple, voici un son généré à partir du prompt. Des gens parlant dans un restaurant bruyant. Ok les gars, ça suffit, arrêtez maintenant. Merci. Il existe même des modèles texte to vidéo qui génèrent des vidéos à partir d'un prompt. Bientôt, nous aurons des séries infinies qui génèrent instantanément le prochain épisode selon vos goûts. Effrayant quand on y pense. Une tendance actuelle sont les IA multimodales, ce qui signifie qu'ils combinent différents modèles en un seul produit, de sorte que vous pouvez travailler avec du texte, des images, de l'audio, etc., sans changer d'outil. L'application mobile ChatGPT en est un bon exemple. Pour m'amuser, j'ai pris cette photo, et je lui ai demandé où je pourrais cacher des objets. C'était amusant qu'il mentionne le poêle à bois. Il m'a même averti des risques de surchauffe. Quand je fais face à des défis, comme le contenu de cette vidéo, j'aime faire des promenades en utilisant ChatGPT à la voix. Je commence par dire « Réponds toujours avec le mot « OK », sauf si je te demande quelque chose. De cette façon, il écoute juste et ne m'interrompt pas. Après avoir vidé mes pensées, je demande un feedback. Nous avons une discussion, puis je lui demande un résumé. Je recommande vraiment cette pratique. C'est un moyen très efficace d'utiliser ChatGPT. Dans cette situation, Einstein n'est plus confiné dans sa cave. Vous pouvez le sortir pour une promenade. À la base, les modèles de langage étaient juste des prédicteurs de mots, des machines statistiques avec une utilité pratique limitée. Mais à mesure qu'ils étaient plus grands et entraînés sur plus de données, ils ont commencé à acquérir des capacités émergentes, des capacités inattendues qui ont surpris même leurs développeurs. Ils pouvaient jouer des rôles, écrire de la poésie, du code de haute qualité, discuter de stratégies d'entreprise, fournir des conseils juridiques et médicaux, coacher, enseigner. Finalement, des activités créatives et intellectuelles que seuls les humains pouvaient faire auparavant. Lorsqu'un modèle a vu assez de textes et d'images, il commence à voir des motifs et à comprendre des concepts de haut niveau, comme un bébé qui apprend à comprendre le monde. Prenons un exemple simple. Je donne à GPT-4 ce petit dessin avec une ficelle, une paire de ciseaux, un œuf, une casserole et un feu. Que se passera-t-il si j'utilise les ciseaux ? Le modèle n'a sûrement pas été entraîné sur ce scénario. Pourtant, il a donné une réponse assez bonne. Ça démontre une compréhension de la nature des ciseaux, des œufs, de la gravité et de la chaleur. Quand GPT-4 est sorti,
J'ai commencé à l'utiliser comme assistant de programmation. J'ai été sidéré. Avec un prompt efficace, il surpassait tous les développeurs avec qui j'ai travaillé. Pareil pour la rédaction d'articles et à peu près tout ce pourquoi je l'ai utilisé. Le principal goulot d'étranglement était mes compétences en prompt engineering. J'ai donc décidé de changer de carrière et de me consacrer entièrement sur son apprentissage et enseignement. D'où cette vidéo. Maintenant, prenons du recul et examinons les implications. Depuis environ 300 000 ans, nous, Homo sapiens, sommes l'espèce la plus intelligente sur Terre, selon bien sûr la façon dont on définit l'intelligence. Mais nos capacités intellectuelles ne s'améliorent plus vraiment. Nos cerveaux ont à peu près la même taille, le même poids, depuis des milliers d'années. Les ordinateurs, en revanche, existent seulement depuis environ 80 ans. Et maintenant, avec l'IA générative, ils deviennent capables de parler couramment et d'accomplir un nombre croissant de tâches intellectuelles créatives qui auparavant étaient réservées aux humains. Nous sommes donc ici, exactement, à ce point de croisement, où l'IA est meilleure pour certaines activités et les humains pour d'autres. Mais les capacités de l'IA s'améliorent à un rythme exponentiel, alors que les nôtres stagnent. Combien de temps cette amélioration exponentielle va-t-elle continuer? Finira-t-elle par se stabiliser? C'est l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Ce n'est pas la première révolution que nous avons vécue. Nous avons dompté le feu, appris l'agriculture, inventé l'imprimerie, la machine à vapeur, le télégraphe, que des innovations révolutionnaires. Mais ça a pris des décennies, voire des siècles à se généraliser. Dans la révolution de l'IA, les nouvelles technologies se répandent dans le monde presque instantanément. Faire face à ce rythme de changement est un énorme défi pour les individus et les entreprises. Face à l'IA, ces derniers ont tendance à adopter différents types de mentalités. D'un côté, nous avons le déni, la croyance que l'IA ne peut pas faire mon travail. On ne prend donc pas le temps d'explorer cette technologie. Voilà une position dangereuse à adopter. Un célèbre dicton nous dit « Votre emploi ne sera probablement pas remplacé par l'IA. Par contre, vous serez remplacé par ceux qui l'utilisent. » Ceci est vrai pour les individus ou les entreprises. De l'autre côté du schéma, nous avons la panique et le désespoir. La croyance que l'IA va prendre mon emploi quoi qu'il arrive. L'IA va faire couler mon entreprise. Aucune de ces perspectives n'est vraiment utile. Je propose donc une voie intermédiaire. Un mindset positif et équilibré. L'IA va me rendre, moi, mon équipe et mon entreprise, extrêmement productifs. Avec cet état d'esprit, j'ai l'impression d'avoir acquis des super pouvoirs. Je peux passer d'une idée à un résultat en très peu de temps. Je peux me concentrer davantage sur ce que je veux accomplir. De plus, ça me permet d'apprendre beaucoup plus rapidement. C'est comme si j'avais un excellent mentor avec moi tout le temps. Cet état d'esprit fait non seulement du bien, mais il vous prépare en plus pour l'avenir. Il réduit les risques de perdre votre emploi ou votre entreprise et augmente vos chances de prospérer à l'ère de l'IA, malgré l'incertitude. Cette question essentielle se pose. Tel rôle X est-il encore utile à l'ère de l'IA? Par exemple, avons-nous besoin de médecins, de développeurs, d'avocats, de PDG, etc. Cette question devient de plus en plus pertinente. Avec les capacités de l'IA qui s'améliorent, certains emplois disparaîtront. Mais pour la plupart des rôles, je pense que nous, les humains, sommes encore nécessaires. Quelqu'un ayant des connaissances spécifiques doit encore décider quoi demander à l'IA, comment formuler le prompt, quel contexte lui fournir et comment évaluer le résultat. Les modèles d'IA ne sont pas parfaits. Ils peuvent être vraiment brillants, mais parfois aussi terriblement stupides. Il leur arrive, à certains moments, d'halluciner et de produire des informations erronées avec une grande assurance. Alors, quand devriez-vous lui faire confiance? Quand devriez-vous vérifier ou faire le travail vous-même? Qu'en est-il de la conformité légale? De la sécurité des données? Quelle information peut-on lui envoyer? Où ces données sont-elles stockées? Un expert humain est nécessaire pour prendre ces décisions et compenser les faiblesses de l'IA. Je recommande donc de penser à l'IA comme votre collègue. Un génie, mais aussi un assistant étrange, donnant des réponses parfois bizarres. Vous devez détecter quand votre assistant génial est complètement saoul. En tant que médecin, mon assistant IA peut aider à diagnostiquer des maladies rares dont je n'avais même pas idée de l'existence. En tant qu'avocat, il pourrait faire des recherches juridiques et examiner des contrats pour que je passe plus de temps avec mes clients. En tant qu'enseignant, mon assistant IA pourrait corriger des copies, aider à générer du contenu de cours et fournir un soutien individuel aux élèves, etc. Et si vous ne savez pas comment l'IA peut vous aider, demandez-lui simplement « Je travaille en tant que X, comment peux-tu m'aider ?» De façon générale, c'est en combinant humain et IA que la magie opère. Il est important de distinguer les modèles des produits qui les utilisent. En tant qu'utilisateur, vous n'interagissez normalement pas directement avec le modèle. Vous interagissez plutôt avec un produit, un site web ou une application mobile, qui à son tour communique avec le modèle en arrière-plan. Les produits disposent d'une interface utilisateur, puis des fonctionnalités et des données externes au modèle. Par exemple, le produit ChatGPT gère un historique de messages, alors que le modèle GPT-4 n'en a pas. En tant que développeur, vous pouvez créer vos propres produits avec l'IA. Par exemple, un site d'e-learning peut utiliser un chatbot répondant aux questions sur les cours. Une société de recrutement pourrait développer des solutions d'évaluation des candidats grâce à l'IA. Dans ces deux cas, vos utilisateurs se servent de votre produit.
qui à son tour communique avec le modèle. Cela se fait via des API ou Application Programming Interface, qui permettent à votre produit de communiquer avec le modèle. Voici un exemple simple d'utilisation de l'API d'OpenAI pour communiquer avec GPT. Pas besoin de beaucoup de code. Reprenons l'exemple sur l'évaluation automatique des candidats. Il prend une description de poste, un ensemble de CV dans un dossier et instantanément évalue chaque candidat automatiquement. Le code lui-même est en grande partie écrit par l'IA. En tant que développeur de produits, vous pouvez utiliser l'IA comme un cerveau externe pour insérer de l'intelligence dans votre produit. Vraiment redoutable. Pour être efficace avec l'IA générative, vous devez devenir bon en prompt engineering, ou prompt design, comme je préfère l'appeler. Cette compétence est nécessaire en tant qu'utilisateur et pour les concepteurs de produits. Parce que dans les deux cas, vous devez être capable de créer des prompts efficaces qui produisent des résultats utiles. Voici un exemple. Disons que j'ai besoin d'aide pour planifier un atelier. Ce prompt est peu susceptible de donner des résultats utiles, car peu importe à quel point l'IA est intelligente, si elle ne connaît pas le contexte de mon atelier, elle ne peut fournir que des recommandations vagues et générales. Le deuxième prompt est meilleur. Ici, je fournis un peu de contexte. Ce processus se fait généralement de manière itérative. Écrire un prompt, examiner le résultat, ajouter un prompt avec plus d'informations ou modifier le prompt initial et recommencer jusqu'à obtenir un bon résultat. Dans cette troisième approche, je demande à l'IA de m'interviewer. Ainsi, au lieu de fournir une série d'informations, je lui dis simplement « Que dois-tu savoir pour m'aider ?» et ensuite, il proposera un agenda pour l'atelier après avoir reçu mes réponses. Je combine souvent ces deux approches. Je donne un peu de contexte, puis je lui propose de me questionner s'il a besoin de plus de contexte. Ce ne sont que quelques exemples de techniques de prompt engineering. Généralement, plus vous devenez compétent en prompt engineering, meilleurs seront vos résultats. Il existe de nombreux cours, livres, vidéos, articles pour soutenir votre apprentissage. La chose la plus importante est d'apprendre par la pratique. Un effet secondaire appréciable est que vous serez plus à l'aise en communication, car le prompt engineering privilégie la clarté et l'efficacité dans les échanges. Je pense que la prochaine étape pour l'IA générative sera les agents autonomes dotés d'outils. Ce sont des logiciels pilotés par l'IA qui agissent de façon indépendante. Donc, vous descendez voir Einstein dans sa cave et faites ce qu'un bon leader ferait pour une équipe. Vous lui attribuez une mission d'envergure, avec les outils nécessaires pour l'accomplir. Puis vous ouvrez la porte et le laissez sortir mener sa barque, sans micromanagement. Les outils pourraient être des choses comme l'accès à Internet, l'accès à de l'argent, la capacité d'agir sur vos messages, commander une pizza, ou bien d'autres choses. Dans ce cas, le prompt engineering devient encore plus important, car votre agent autonome pourrait faire autant de bien que de mal, selon la qualité de la mission que vous définissez. Très bien, résumons un peu. Voici les points clés que j'espère vous retiendrez de cette vidéo. L'IA générative est un outil super utile qui peut vous aider, vous, votre équipe et votre entreprise, de manière significative. Plus vous la comprenez, plus elle est susceptible d'être une opportunité plutôt qu'une menace. L'IA générative est plus puissante que vous ne le pensez. La plus grande limitation n'est pas la technologie, mais votre imagination. Soit que puis-je en faire et vos compétences en prompt engineering. Soit comment puis-je le faire. Le prompt engineering ou design est une compétence cruciale. Comme toutes les nouvelles compétences, acceptez simplement que vous ne serez pas très bon au début. Mais c'est en pratiquant régulièrement que vous progresserez. Donc mon meilleur conseil est expérimenter. Faites-en une partie de votre quotidien et l'apprentissage viendra automatiquement. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci de l'avoir regardée.